Je descends à la prochaine. La chronique de Gilles Simon. La dernière fois, je vous parlais du phénomène des reprises, de célèbres séries de bandes dessinées remises au goût du jour par des auteurs contemporains. Une autre tendance des séries, plus timide, consiste à en tirer des spin-offs. Le spin-off, c'est ce principe qui consiste à prendre un personnage secondaire d'une série pour en faire le héros d'une série à part. Si, d'une certaine façon, les Schtroumpfs, initialement apparus dans une aventure de Johan et Pierre-Louis, sont le spin-off au succès inégalé, on citera aussi le Marsupilami, Rantanplan, Guéluron ou Cador, qui ont vécu leurs aventures séparément de Spirou, Lucky Luke, Nana et Jujube ou les Bidochons. On pourra encore parler de Papa Talon, le père d'Achille, de Corinne et Jeannot, d'abord camarades de Totoche, de Jérôme, qui était partenaire de Bob et Bobette, et plus récemment, la série de spin-off très particulier autour de personnages secondaires de la série 13. Le dernier exemple en date est une initiative ambitieuse, relevant de la reprise, du prequel et du spin-off, tout en n'étant aucun des trois tout à fait, mais en créant bien une série à part entière dans la plus pure tradition franco-belge. Comme disent les Français, dès qu'ils veulent s'accaparer une œuvre totalement belge. J'ai évoqué il y a quelques mois dans cette même chronique le livre de conversation avec Maurice Rosy. On pouvait y lire notamment comment le scénariste Rosy avait créé pour Will le personnage de Monsieur Choc, qui est apparu pour la première fois en 1955 dans le journal de Spirou. Cet inquiétant personnage, toujours en smoking et affublé d'un aume de chevalier médiéval, était destiné à devenir l'indestructible adversaire de Tif et Tondu, tandem de héros justiciers, aventuriers et enquêteurs, imaginé par Fernandiner en 1938 et repris par Will. Monsieur Choc deviendra l'un des plus fameux super méchants de la bande dessinée franco-belge. 60 ans après sa création, et presque 50 ans après sa dernière apparition dans une aventure de Tif et Tondu par Will, Monsieur Choc renaît donc aux éditions Dupuis dans une histoire entièrement nouvelle imaginée par le scénariste Stéphane Coleman et dessinée par Éric Maltête, fils de Willy Maltête. Vous suivez ? Oui. Éric Maltête est bien le fils de Will, qui dessinait Tif et Tondu. Leur Monsieur Choc a la même apparence que celui imaginé par Rosy et Will, mais l'histoire qui nous est racontée précède sa rencontre avec le fameux tandem de héros Tif et Tondu. Dans Les Fantômes de Nightgrave, dont la première partie est parue il y a 1 an et la deuxième partie vient de sortir en librairie, c'est la jeunesse et la genèse de ce mythique méchant qui nous est raconté. Comment le brillant et doux Eden, l'enfant bâtard d'un soldat anglais de la guerre de 14 avec une jeune française, qui grandit dans un quartier miséreux du Londres des années 30, qui subit le sadisme des gardiens des maisons de correction, qui travailla au service du riche Lord Essex et de son poltron de fils, qui compta les jours derrière les barreaux de la prison de Blackwoods Borstal, ou encore qui vécut de petits larcins au sein d'une bande organisée, est devenu l'impitoyable Monsieur Choc, animé par une soif de vengeance inextinguible, désireux de rendre chaque coup reçu dans sa jeunesse, et mettant en place pour ce faire une machination redoutable, un plan diabolique, dont un jeu de flashback nous dévoile progressivement les sombres motivations. La première partie des Fantômes de Nightgrave passait de la Première Guerre mondiale, l'enfance et la jeunesse d'Eden, au casse du siècle aussi virtuose que vengeur monté par Monsieur Choc dans les années 50. Dans cette deuxième partie, les allers-retours se font surtout avec les années 30. Il y a une ambiance de James Bond dans ce choc-là. Dans l'ouverture du deuxième tome, à Rio de Janeiro, fleurent bon les scènes d'introduction des films de l'agent 007. Il y a aussi un souffle romanesque, délivré aussi bien par le scénario admirablement construit par Coleman, qui balaye les 5 premières décennies du XXe siècle, que par le dessin vigoureux d'un Éric Maltête affranchi du classicisme Linklater dont il avait hérité et auquel il était resté fidèle, et qui donne désormais de la matière et de l'épaisseur à ses personnages modelés dans la pénombre. Un souffle romanesque permis également par les dimensions du récit. Développé dans 2 volumes de 86 planches chacun, il se conclura l'an prochain dans un 3e de même longueur. Il n'en fallait pas moins pour établir les fondations d'un mythe, celui du grand maître de l'organisation criminelle La Main Blanche, digne du spectre de James Bond.
On aurait pu craindre que vouloir dévoiler l'identité de Monsieur Choc, personnage constamment masqué, soit une mauvaise idée. Mais Maltet et Coleman ont su rester très fidèles au personnage, conserver tous les codes et le rythme des aventures originales de Tiff étendu, et tout ce qu'ils dévoilent du personnage ne fait que renforcer son ambiguïté. Cruel mais esthète, impitoyable mais sensible, il arrive même au lecteur d'avoir de l'empathie pour celui dont il sait qu'il deviendra un monstre. Mais surtout, et c'est sans doute le plus beau cadeau de Coleman à son vieil ami Maltet, le personnage de Choc n'est pas tant le sujet de ce triptyque que le thème de la filiation. On attend le 3e et dernier volume de cette histoire avec impatience. Voici venu le moment de mon conseil de la semaine. Cette fois-ci, je vous envoie dans une galerie. La galerie Écart à Paris, aussi pompeusement appelée Showroom Écart International, expose en ce moment les promenades imaginaires de Chantal Montellier. Ce nom, vous l'avez entendu à maintes reprises au début de l'année, à l'occasion du scandale causé par la nomination exclusivement masculine pour le Grand Prix d'Angoulême. Rappelez-vous, au délégué général du festival qui prétendait ne pas pouvoir changer l'histoire de la bande dessinée dans laquelle ne figurait aucune femme digne de figurer dans une telle liste de 30 noms, selon lui, la communauté des auteurs et des lecteurs cita, selon les goûts et les générations, beaucoup de noms différents susceptibles de rejoindre Florence Sestac, seule femme ayant reçu cet honneur en 43 ans. Mais 2 figures majeures de la bande dessinée au féminin prenaient la tête de ces listes alternatives, Claire Bretéché et Chantal Montellier. Pour les auditeurs les moins avertis, je rappellerai que Chantal Montellier est l'une des premières femmes à s'imposer dans l'univers très masculin de la bande dessinée française. Elle débuta en 1972 par le dessin de presse politique dans des journaux engagés à gauche, puis publia des bandes dessinées à partir de 1974 dans Charlie Mensuel, avant de participer à l'éclosion des magazines de bande dessinée adultes les plus mythiques. Métal Hurlant d'abord, puis le magazine A Nana, où elle publie sa première série Andy Gang, et enfin À Suivre. Elle a côtoyé le groupe Bazooka et fait des incursions dans le magazine Psychopathe. Auteur d'une trentaine de livres, on lui doit notamment les albums très remarqués Wonder City, Odile et les crocodiles ou Les damnés de Nanterre, ainsi qu'une adaptation du procès de Kafka. Elle s'est illustrée par un fort engagement politique et féministe, et par un art du noir et blanc qui la place aux côtés de l'italien Guido Crepax et de l'argentin José Munoz. Elle est en outre cofondatrice et présidente de l'association Artemisia, qui remet chaque année le 9 janvier le prix de la meilleure bande dessinée de femmes. L'exposition proposée en ce moment par le galeriste Laurent Gervereau réunit sous l'intitulé Promenades imaginaires 3 séries de dessins de Chantal Montellier. La première série relève de la bande dessinée puisqu'il s'agit de 16 planches originales en noir et blanc au format A3, extraites de son adaptation du procès de Kafka, publié en 2009 chez Actes Sud, dont l'inspiration fantastique est parfaitement traduite par le trait et l'imaginaire singulier de la dessinatrice. Quelques créations originales de plus petit format viennent compléter cet ensemble de planches. La deuxième série est constituée de dessins en couleur au format A4 et s'intitule « Mots sans mal ». Ce sont 10 illustrations puissantes, sensuelles et fantastiques, évoquant 10 mots du dictionnaire qui n'ont pas de forme masculine, ou dont le masculin a un tout autre sens que le féminin. Chantal Montellier évoque avec humour et malice les allumeuses, amazones, ballerines, effeuilleuses, ménagères, tendance artiste, nourrices, nurses, parturiantes, pain-bêche et sirènes. La fantaisie de ces tableaux confirme la proximité de l'inspiration de l'artiste avec le surréalisme. La troisième série est son travail le plus récent et s'écarte sensiblement du dessin qu'elle pratique depuis plus de 40 ans. Intitulé Métro féminin, en un seul mot, cet ensemble de 8 collages en couleur lui a été inspiré par une création de l'artiste plasticienne Silvia Radelli qui a conçu en 2014 un plan du métro parisien dans lequel elle a remplacé tous les noms de stations, originellement presque tous masculins, par une centaine de noms de femmes célèbres ou négligées par la mémoire des hommes. De la pirate Anne Bonny à l'aviatrice Amelia Earhart, de la poétesse Sappho à l'aventurière Calamity Jane, de l'écrivaine Charmian Kittredge à la philosophe Hannah Arendt, toutes ces stations rebaptisées racontent une autre histoire du monde. Chantal Montellier a imaginé ces stations de métro, bricolant le réel dans Photoshop, faisant surgir le portrait de Camille Claudel devant la bouche de la métropolitaine, rebaptisée à son nom, ajoutant des éléments insolites et signifiants comme ces pigeons aux têtes de Friedrich Nietzsche et de Paul Ray, perchés sur le plan de la station Lou Andrea Salomé. L'exposition se tient à la galerie Écart, 18 rue Jacob dans le 6e arrondissement, du mardi au samedi jusqu'au 21 mai 2016. Ne la ratez pas. Écoutez toute la semaine les programmes de Radio Pieds Nickelés et ma prochaine chronique, dimanche prochain à 10h et 19h et le mardi suivant à 14h et minuit sur radio-piednickelés.fr.
Retrouvez toutes mes précédentes chroniques illustrées en vidéo en tapant « Je descends à la prochaine » sur YouTube. Bon, moi je descends à la prochaine. Mais je descends qui à la prochaine ? Tu nous connais les pieds nickelés.